Souleymane Niang. Nous l'évoquions tout à l'heure, les explosions en chaîne au port de Beyrouth hier, avec une centaine de morts et des milliers de blessés, pose naturellement la question de la sûreté et de la sécurité du port autonome de Dakar où, comme dans la plupart des ports du monde, des matières dangereuses peuvent être embarquées, débarquées ou entreposées. Là-dessus, nous avons recueilli l'avis d'un expert consultant en protection civile. Amadou Kanar Diop rappelle que le port de Dakar a déjà un plan d'urgence pour ce genre de risque qui n'épargne aucune installation portuaire. Surtout, il appelle à redoubler de vigilance. Le voici au micro avec au micro d'El Hadj Ndiogou Diène. Dans tous les ports où on stocke des matières dangereuses, cette situation, on peut s'attendre à une situation pareille. Maintenant, le problème, c'est comment faire pour ne pas vivre cette situation. C'est de surveiller ces produits dangereux, de créer un plan d'urgence pour qu'au cas où ce phénomène-là allait naître, comment le régler le plus rapidement possible. Je vois que le port de Dakar est en train de mettre, s'il n'a pas terminé, un plan d'urgence du port. Il y a effectivement des produits toxiques. Maintenant, le problème, c'est de le surveiller, de mettre un plan pour éviter l'éclosion de ce sinistre. Seulement si cette surveillance doit être au quotidien, doit être accrue et au quotidien pour éviter l'éclosion d'un sinistre pareil. Et je crois que le phénomène du port de Beyrouth va donner à penser aux autorités portuaires du Sénégal pour redoubler de vigilance et éviter que ce problème ne se produise. Il y en a au niveau du port de Dakar comme dans certaines industries. Mais jusqu'à présent, heureusement, ils sont en train de bien les gérer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est redoubler de vigilance, voir la quantité, limiter la quantité à stocker, le surveiller en permanence et mettre des produits de première intervention pour éviter cette catastrophe. Bien sûr, l'onde de choc des explosions survenues hier au port de Beyrouth et qui ont fait une centaine de morts et des milliers de blessés, bilan provisoire, a été ressenti jusqu'à Dakar, dans la communauté libanaise du Sénégal. Au-delà de cet accident catastrophique, le Liban est en proie à une crise profonde et multiforme. Au clivage politico-religieux très ancien sont venus s'ajouter des problèmes économiques et financiers sans précédent avec leurs effets sociaux, sans compter la crise sanitaire du Covid-19. Cette situation ne laisse pas les Sénégalais d'origine libanaise et les Libanais vivant au Sénégal indifférents. Reportage ce matin à Dakar, Barthélémy Ngom. J'ai ma nièce qui a reçu une déflagration. Elle s'est fait opérer aujourd'hui. Elle s'est fait opérer de la rate. Elle a perdu sa rate. Un témoignage qui en dit long sur le choc et la douleur qui anime les Libanais établis au Sénégal. Et les mots ne manquent pas pour qualifier ces explosions survenues à Beyrouth. Ça fait très mal. Ce que nous regrettons, c'est qu'il y a du laisser-aller. C'est un pays qui va à la dérive et ça nous blesse beaucoup. Vraiment, il y a eu beaucoup de martyrs. Et ça, c'est douloureux pour nous. C'est une grande perte. Et ça, il a reculé le Liban peut-être 20 ans arrière. Ça, c'est douloureux pour nous. Il faut alors situer les responsabilités, recommandent nos interlocuteurs qui, de façon unanime, saluent la réaction de la communauté internationale. Il n'y a pas de responsabilité au Liban. Personne ne peut vous dire qui a fait, qui n'a pas fait. Et c'est vraiment regrettable. Nous, on crie du cœur. Celui qui est derrière, ils vont payer cher, Inch'Allah. On souhaite que Dieu frappe, Inch'Allah. Ces Libanais établis à Dakar suivent de près la situation via les réseaux sociaux. Ils dénoncent une négligence. Ils disent avoir l'impression que le sort s'acharne sur le Liban avec ces explosions qui viennent s'ajouter à la crise que traverse le pays à cause de la pandémie de la Covid-19. Ça nous fait mal de voir que nos confrères, nos amis, nos parents qui vivent au Liban sont déjà dans la misère en ce moment avec le Covid-19 et ensuite avec ce qui vient de se passer, c'est inadmissible. Ces explosions au port de Beyrouth ont fait plusieurs dégâts. Des morts, des blessés et plus de 300 000 personnes sans abri. Les dégâts, selon les autorités libanaises, sont estimés à plus de 3 milliards de dollars. Quelqu'un qui a une maison, qui la perd du jour au lendemain, c'est terrible. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Ce 5 août, il y a 15 ans, intervenait la rupture du contrat entre l'État du Sénégal et Ama Sénégal. Les ex-travailleurs de la défunte société courent toujours derrière leurs indemnités estimées à plus de 2 milliards de francs CFA. Le délibéré dans le contentieux les opposants à l'État du Sénégal et à Ama International est attendu le 28 août prochain. El Hadj Ndiogou Diène. Depuis 15 ans, les ex-travailleurs d'Ama Sénégal mènent le combat au plan social et judiciaire. Le dossier est toujours en instance devant la justice. Maître Massokhna Kane est un de leurs avocats. La procédure est pendante devant le tribunal du travail.
qui a mis l'affaire en délibéré pour rendre sa décision en principe le 28 août 2020. Il y a environ 2000 travailleurs qui avaient réclamé à l'État du Sénégal le paiement de 3 milliards que l'État s'était engagé à payer et avait même commencé à payer des actes. Mais c'est par la suite que l'État s'est rétracté, par l'agence judiciaire de l'État s'est rétracté pour dire qu'il ne devait pas, et nous avons été obligés d'engager donc des procédures avons attrait aussi bien l'État du Sénégal que AMA International devant le tribunal du travail. Et cette fois-ci, nous ne réclamons pas 3 milliards, mais plus de 15 milliards. Au plan social, c'est la misère et la galère pour les ex-agents de la société de nettoiement. Leur indemnisation intégrale tarde encore à être effective. Madani Si, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, fait partie des rescapés d'AMA Sénégal. L'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne avait mis en place un comité paritaire pour régler la situation des ex-travailleurs d'AMA Sénégal. Mais malheureusement, ce comité paritaire ne s'était réuni qu'une seule fois du temps d'Abdoulaye Diouf Sarr quand il était ministre des collectivités locales. Malheureusement, depuis lors, les travailleurs courent derrière leur indemnisation. C'est une honte, c'est une hérésie. Il y a parmi nous d'autres travailleurs aujourd'hui qui sont dans la dèche, vraiment qui sont fatigués. Des familles se sont disloquées, des enfants qui ne partent plus à l'école. Certains de nos ex-camarades sont décédés, paix à leur âme, d'autres sont devenus des mendiants. Et tout ça, l'État ne fait rien. Les 1800 ex-travailleurs de la défunte AMA Sénégal interpellent le président de la République pour une solution rapide afin qu'il n'ait plus à observer des grèves de la faim et à mener des actions pour réclamer leur dû après la rupture du contrat qui liait AMA Sénégal à l'État du Sénégal le 5 août 2005. Évoquons maintenant le baccalauréat 2020, les anticipés de philosophie. C'est dans une semaine, c'est-à-dire mercredi prochain. Au lycée de Pikine, la concentration des candidats sur les révisions est au maximum. Cependant, ils affirment être perturbés par la rupture de 3 mois imposée par la crise sanitaire du Covid-19. C'est que depuis la reprise des enseignements, au lieu des 8 heures de cours de philosophie, les classes de terminale n'en feront plus que 4. N'empêche, l'une des candidates au baccalauréat rencontrées tente d'afficher la sérénité. Reportage Nongoka. Je suis prête, maman. Je suis prête, Inch'Allah. Un sourire rassurant d'une candidate au baccalauréat à une semaine de l'épreuve anticipée de philosophie. Djaminatou Diagne a la confiance en bandoulière. Oui, je suis prête. Ça va venir, Inch'Allah. Elle, comme ses autres camarades en classe de terminale au lycée de Pikine, n'arrête plus de réviser les cours. Toutefois, Djaminatou pense que l'épreuve de philo reste très redoutée. C'est pas une discipline facile aussi. C'est pas facile. C'est trop difficile même. Ça nous empêche de dormir parfois. Mais si on y croit, je pense qu'on va s'en sortir. Cette année, l'examen du bac va se dérouler dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a imposé une retouche du calendrier scolaire. Les élèves sont restés près de 4 mois sans aller à l'école, ce qui n'est pas sans conséquence sur les heures de cours depuis la reprise des enseignements. Par rapport aux horaires, c'était 8 heures de temps avant le confinement, mais maintenant on a diminué les heures, on le fait 4 heures de temps par semaine. Rester pendant des mois sans faire cours, c'est difficile aussi. C'est pas facile pour les élèves qui préparent un examen. Madame Gassama, proviseur du lycée de Pikine. Ils sont restés 3 à 4 mois sans venir à l'école, mais ils avaient déjà, dès le début de l'année, des groupes WhatsApp de classe. Ils étaient en contact permanent avec les professeurs. Donc les acquisitions étaient là. Il s'agissait à la reprise seulement de revenir sur certaines choses pour mettre tout le monde au même niveau. Et maintenant, actuellement, tout est fin prêt. Ils sont vraiment là-dedans. Les séances publiques de révision appelées synthèse de philosophie permettaient aux candidats de se rattraper. Cette année, elles ne sont pas au programme. Nongaka Pikine, Radio Futur Média. Éducation toujours avec le président de SOS Consommateurs qui continue le combat contre les écoles privées. Maître Massour Nakan déclare que les responsables d'établissements privés font du chantage sur les parents d'élèves pour leur faire payer des frais de scolarité durant la période d'arrêt des cours occasionnée par la pandémie du coronavirus. Écoutons Maître Massour Nakan au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. On a assisté à un chantage vraiment ignoble de la part des écoles privées de toute nature, des écoles privées, des écoles supérieures ou autres, qui ont fait du chantage en disant aux parents d'élèves, aux élèves et aux parents que si vous ne payez pas, les élèves sont renvoyés. Ceux qui sont en classe d'examen ne feront pas examen, ne recevront même pas leur convocation. Donc ils ont fait cette pression tellement forte sur les parents que les parents ont été obligés de payer et d'autres négocier des moratoires. Alors qu'on sait parfaitement que des enseignements n'ont pas été donnés pendant ces 3 mois-là où l'État avait fermé les écoles.
Donc les parents ne sont en rien responsables et on veut leur faire payer alors qu'il n'y a pas eu de cours. Il y a quelques écoles qui ont organisé des soi-disant cours en ligne, mais c'était 3 fois rien. Il y a beaucoup d'élèves même qui n'ont pas suivi ces cours. Et donc, on veut faire payer ce cas de force majeure, on veut le faire payer aux parents d'élèves. Alors que l'État donne des subventions, des compensations à ces écoles, même si elles jugent cela insuffisant, quand même c'est un paiement. C'est une compensation que l'État donne. Alors pourquoi on veut obliger les parents d'élèves à payer? Nous leur avons demandé de s'organiser, de se mobiliser, de se regrouper pour réclamer les paiements induits qui leur ont été imposés. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, notre dossier sur les activistes et de simples citoyens qui montent au créneau pour mener le combat pour le respect des droits des consommateurs. Et ces cyberactivistes qui supplantent de plus en plus les organisations consuméristes traditionnelles. RFM 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant à l'épidémie de Covid-19 avec tout de suite les chiffres du jour avec le porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Elhaj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1241 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,54%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 77 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités ou quartiers suivants. Keur Massar en a 2, Saint-Louis 2, Thiès 2, Bignona 1, Diourbel 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 1, Kaolack 1, Kédougou 1, Khombol 1, Kolda 1, Malem Hodar 1, Les Maristes 1, Mbao 1, Médina 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Pout 1, Rufisque 1, Sokone 1, Tivaouane 1, Touba 1, Yeumbeul 1, Ziguinchor 1, Médina 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce mardi 4 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 538 cas ont été déclarés positifs, dont 6 988 guéris, 218 décédés et donc 3 331 sous traitement. Et puis, le business autour du coronavirus tourne aujourd'hui au ralenti. La vente de masques et de gel hydroalcoolique a drastiquement chuté comparé aux premières semaines de l'apparition de la maladie dans notre pays. Il n'y a plus de rush dans les pharmacies et c'est ce qu'on appelle une corrélation nette et positive entre donc, le relâchement et les affaires. Reportage Nafissa Toussila. Le constat est là. Ce monsieur, pris au dépourvu, revient de la boulangerie et sans son masque. Non, et vous déjà, vous n'avez pas mis votre masque? Non, je viens plus d'acheter des trucs. Entre la maison et là où vous achetez le pain, il y a des risques d'attraper le corona. Non, je suis pas loin. Rabi, elle, la trentaine, tranquillement assise dans sa boutique, explique qu'elle suffoque avec le masque. Je ne suis pas obligée de porter tout le temps le masque. Donc, du coup, je suis obligée, en marchant, bien en partant au boulot, moi je préfère enlever le masque en voyant un regroupement. Bien, si je suis près du marché, si je pars dans un magasin, ça dépend du lieu où je vais, c'est ce que je fais parce que ça m'étouffe, ça me donne des maux de gorge. Je préfère enlever les masques. Si je vois les gens, je le porte. Hassan, informaticien, se dit choqué par le relâchement accru des Sénégalais par rapport au port du masque. Moi, j'ai été ébahi de voir qu'en fait, même lors de la prière de Tabaski, pratiquement j'étais l'un des rares messieurs qui portait en fait un masque. C'est un peu désolant, mais je pense que en fait, la majeure partie du temps, c'est dû à la mauvaise communication en fait du gouvernement. Et les gens ont du mal même à croire qu'en fait la
la maladie existe. Mais Hassan ne badine pas avec l'usage du gel et le port du masque. Si vous voyez devant la porte, en fait, on exige même que les personnes mettent leur masque. Donc même si c'est un client, peu importe le client, sans masque, en fait, il y a des restrictions. Donc il n'a pas le droit de rentrer dans la boutique. Vous me voyez avec cette bouteille de gel que je viens d'acheter hier à la pharmacie. La bouteille était à 3500. Je viens de lui en parler, de lui dire qu'en fait on me l'a vendue hier à 1600 francs parce que personne ne l'utilise. Dans plusieurs pharmacies, l'on remarque que le rythme d'achat de masques et de gel hydroalcoolique a considérablement chuté, ce que nous confirme Abdoulaye Bodjan, vendeur en pharmacie au niveau de l'avenue Bourguiba. Auparavant, non, ça a diminué quand même, mais néanmoins les gens achètent. Oui, vous savez, ici maintenant les gens ont tendance à ne pas respecter le port des masques. D'autres, s'ils portent ça, c'est parce qu'ils vont quelque part, soit dans un lieu public, bien là où on exige. Et pourtant, le coronavirus fait de plus en plus de victimes dans le monde. Le relâchement est certes noté du côté des populations, mais il est aussi constaté un relâchement au niveau de la sensibilisation. Après le Covid-19, le sida, avec le rapport annuel du Conseil national de lutte contre le sida, beaucoup d'avancées sont notées, mais l'un des défis majeurs reste le financement domestique, une mobilisation des ressources au niveau interne. À Wambaye. Plus de 70% de la riposte VIH-Sida sont des financements qui viennent de l'extérieur, disons des partenaires comme le Fonds mondial. Selon le rapport du Conseil national de lutte contre le sida, le gouvernement du Sénégal en 2019 a participé à hauteur de 20% du budget global à la riposte au sida, évalué à plus de 13,402 milliards. La pérennisation et la transition vers un financement principalement national pour le VIH-Sida constituent l'un des défis majeurs du CNLS qui estime que cette mobilisation de ressources internes interpelle à la fois l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé. 0,5%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida au Sénégal, un résultat encourageant grâce à la mise en œuvre de plans stratégique jusqu'ici soutenu par les partenaires financiers extérieurs. Et toujours dans ce dernier rapport, les acteurs militent pour un large financement de la santé avec des méthodes de mobilisation de ressources domestiques efficaces. Et cela pour préserver les bons résultats obtenus par le Sénégal qui doit faire face aux nouvelles infections constatées dans la tranche d'âge 15-24 ans. Le reste de l'actualité avec la levée du corps du professeur Moustapha Sourang ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Les témoignages sont unanimes, un modèle, une référence disponible et rigoureux dans le travail. Le monde universitaire perd un homme émérite. Professeur Moustapha Sourang sera inhumé à Touba. Amadou Sabaraba. L'université de Dakar s'est déplacée à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Une impression, bref, le monde de l'éducation pour les derniers adieux au professeur Moustapha Sourang. C'est le monde universitaire qui a perdu un homme émérite, selon professeur Magui Kassé. Quand je l'ai connu, moi j'étais directeur de la réforme universitaire sous le recteur Souleymane Niang. Et après, il est devenu doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et ensuite recteur. Et je peux dire que c'était un homme d'une courtoisie exquise, d'une éducation qui forçait le respect sacré pour tout ce qui concerne la ponctualité, l'observance des règles administratives et tout ça. 15 ans de compagnonnage avec professeur Sourang, son directeur de cabinet retient de lui un modèle, une référence, Joseph Pierre Ndiaye. C'est un homme avec qui il est très agréable de travailler, qui a une grande capacité d'écoute, qui est d'une patience angélique. Ce que je retiens aussi de lui en matière de travail, c'est sa capacité à synthétiser les choses. Un homme disponible, un des meilleurs ministres de l'éducation du Sénégal, témoigne Anta Ndiaye Diop, inspectrice de l'éducation à la retraite et camarade de promotion du professeur Sourang de la 6e au lycée. Étant très jeune, l'ayant comme promotionnaire et l'ayant eu comme ministre de tutelle. En tout cas, c'est un homme que j'ai beaucoup admiré pour son courage, son attitude intellectuelle, sa disponibilité. En tout cas, c'est l'un des meilleurs ministres de l'éducation du Sénégal. Un fervent talibé mouride de professeur Sourang est inhumé à Touba, la ville de Khadim Rassoul. Toujours à l'hôpital principal, il y avait également la levée du corps et les adieux rendus à l'ancien président du conseil d'administration du groupe AMSA Assurance et membre fondateur du PDS, Alioune Badara Niang, un homme juste et généreux et fédérateur. Écoutons les réactions de ses amis, camarades de parti et collègues. Ils sont au micro d'Amadou Sabarba.
Moi, c'est Momodou Ndiaye. C'était un excellent président du conseil d'administration de la boîte où j'ai travaillé jusqu'à ma retraite. Les AGS devenus AMSA Assurance. Et c'était une grande figure qui a beaucoup apporté au développement de cette entreprise. Cheikh Lumpouy, un exemple. Parce que nous, les jeunes, c'était un fonctionnaire émérite qui s'occupait bien de sa famille et qui était un exemple que les sages du village montraient du doigt pour dire il faut, voilà un exemple, suivez ses pas, vous pouvez le ressembler demain. Nous avons perdu un père, une référence qui nous avait inculqué des valeurs nobles et sincères, qui s'est toujours forgé dans la droiture, la loyauté, avec un engagement sans faille. Je ne trouve même plus les mots pour parler parce que j'ai mal. Parce que Père Alioune représentait tout pour moi. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Plainte contre le président de la Guinée en France. Par un collectif guinéen, il a saisi le parquet financier à Paris pour demander l'ouverture d'une enquête judiciaire contre le président Alpha Condé. Le point avec Awambaye. Le collectif pour la transition en Guinée accuse le président Alpha Condé d'enrichissement illicite, de corruption et de prise d'intérêt illégale dans une opération d'exploitation minière avec Alliance minière responsable du français Romain Girbal. La plainte vise également, selon RFI, son fils Mohamed Condé et le ministre de la Défense. Le parquet national financier de Paris a reçu la plainte dans laquelle il lui a été demandé d'ouvrir une enquête concernant toujours cette affaire. Une enquête a été ouverte en 2015 contre Mohamed Condé afin d'identifier l'origine de certains de ses biens, notamment un luxueux appartement à Paris. Cette enquête est toujours en cours et plusieurs personnalités françaises sont citées dans cette affaire. L'ancien ministre Arnaud Montebourg, l'ancienne dirigeante d'Areva, Anne Lauvergeon, ou encore l'homme d'affaires Xavier Niel. Le Burkina Faso célèbre ses 60 ans d'indépendance ce mercredi. L'ancienne Haute-Volta, devenue le Burkina Faso, a obtenu son indépendance sous la présidence de Maurice Yaméogo. Nous apprenons avec l'invité d'RFI que le grand parti africain, le RDA, auquel appartenait Yaméogo, avait fait le choix d'une indépendance préservant des liens étroits avec la France. Quelles étaient ses craintes? Réponse avec Magloire Sommet, professeur d'histoire contemporaine à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Maurice Yaméogo a toujours eu des positions un peu versatiles en ce qui concerne la question de l'indépendance. Dans un premier temps, en octobre 1959, il déclarait qu'il fallait être fou pour demander l'indépendance. Il y a eu comme une sorte de changement de position dès lors qu'il y a la possibilité d'accéder à l'indépendance tout en étant membre de la communauté. Parce que si en 1959, il avait peur de l'indépendance, c'est parce que sur le plan économique et même sur le plan technique, il n'y avait pas beaucoup d'élites. La plupart des élites, c'était des instituteurs et des infirmiers. Et par conséquent, Maurice Yaméogo regardait l'indépendance comme une calamité. Mais si la Haute-Volta pouvait accéder à l'indépendance en restant dans la communauté, on pouvait espérer un appui de la France à la Haute-Volta qui avait besoin d'assistance technique. S'il y avait eu une inquiétude de la part des élites d'aller à l'indépendance, il y avait au niveau de la population des attentes. Dans les villages, dans les quartiers, le système colonial était perçu comme un système injuste. Il y avait toujours de la discrimination dans la société. Les Africains ne... Pour finir, Binta, le Liban continue d'enregistrer des morts. Ce mercredi matin, la capitale Beyrouth, déclarée ville sinistrée, s'est réveillée sous le choc. Plus de 100 morts après une explosion dans le port de Beyrouth. Bilan qui pourrait évoluer. Le point avec Koumba Sandiane Faye. Plus de 100 morts, 4000 blessés, 300 000 personnes sans domicile. C'est le bilan de l'explosion au port de Beyrouth, selon la Croix-Rouge libanaise. Un bilan qui n'est que provisoire. Ce mercredi est prévu une journée de deuil national au lendemain des explosions meurtrières de Beyrouth. Le Conseil de défense recommande l'état d'urgence à Beyrouth. Un stock de 2750 de nitrate d'ammonium serait à l'origine. Ce stock était présent depuis 6 ans dans un endroit.
Selon le gouverneur de Beyrouth, les dommages sont estimés à près de 3 milliards de dollars, des dommages qui s'étendent à près de la moitié de Beyrouth. Pour l'heure, le gouvernement envisage d'utiliser le port de Tripoli. Un avion de l'ONU endommagé, des casques bleus, grièvement blessés. Le président libanais Aoun appelle la communauté internationale à accélérer l'achèvement de l'aide humanitaire vers son pays. Le premier ministre Hassan Diab appelle les pays amis à aider le Liban. 3 hôpitaux de campagne seront installés ce mercredi, après cette explosion meurtrière de ce mardi. Londres propose son aide des blessés parmi le personnel de son ambassade. Selon le président américain Donald Trump, l'explosion ressemble à un terrible attentat. Du côté toujours de l'Amérique, Georges Pompeo propose l'aide des États-Unis au Liban. La France compte envoyer un 3e avion d'assistance humanitaire. Macron lui-même attendu demain pour rencontrer les acteurs politiques à Beyrouth. Même Israël n'est pas en reste. Ce pays propose une aide humanitaire et médicale à son voisin. Voilà, Souleymane, c'est tout. Merci Binta Diallo, il est 12h28. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Sodetiam. Et nous démarrons avec la Ligue des Champions. L'UEFA n'a pas attendu que la situation sanitaire s'aggrave pour anticiper de sérieuses complications dans le déroulement de ces compétitions. Son comité exécutif réuni hier mardi a été l'occasion d'approuver une annexe au règlement de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa concernant des dispositions spéciales applicables à la phase de qualification et au match de barrage dans le contexte de la Covid-19. Cela concerne donc uniquement le début des compétitions 2020-2021. Un objectif clair, tout faire pour assurer la réalisation de son calendrier malgré une possible multiplication de joueurs contaminés par le coronavirus. Parlons à présent de la Ligue Europa avec les 8e de finale retour qui vont se jouer aujourd'hui. Manchester United, 3e de la Première Ligue et demi-finaliste des Coupes nationales cette saison, espère décrocher un trophée avec la Ligue Europa. Cela passe par les 8e de finale retour face au club autrichien de Lask. Lors de la phase aller, c'est Manchester qui l'avait laminé 5-0. Toujours pour le programme de ces 8e de finale retour, aujourd'hui FC Copenhague fera face à Istanbul qui l'avait battu lors de la manche aller par 1-0. Wolfsburg aussi va rendre visite à Shakhtar Donetsk qui l'avait battu lors de la phase aller par 2-1. Et enfin, pour le programme des 8e de finale retour de ce mercredi, Inter Milan fera face également à Getafe. En Angleterre, Fulham retrouve la Première Ligue un an après l'avoir quitté. Le club londonien a obtenu sa promotion en battant Brentford hier en finale des playoffs de Championship. En Espagne, libre depuis son départ de l'Espagnol Barcelone le 23 décembre dernier, Pablo Machin a retrouvé un club en Liga. Il s'agit de Alaves, 16e du dernier championnat espagnol, qui a annoncé la nomination de l'entraîneur de 45 ans pour une saison. En France, mercredi, Paris Saint-Germain va jouer un match amical face à Sochaux. Pour cette rencontre, les absences de Thiago Silva, Marquinhos étaient attendues, celles de Neymar, Icardi, Kipembe ou Di Maria moins. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a choisi de reposer la quasi-totalité de ses cadres ce soir. Selon un quotidien français, Florent Mollet de Montpellier est à l'isolement après avoir été testé positif au coronavirus. Le club vit une situation compliquée ces derniers jours avec un cas de Covid-19 qui a conduit à l'annulation du match à Marseille prévu ce mercredi. Ainsi, des cas de Covid-19 qui se multiplient à Strasbourg, dont la préparation est très perturbée. Un autre à Montpellier qui survient après les 5 positifs à Nantes. Des matchs amicaux annulés. Lille, Bordeaux et Saint-Etienne touchés un peu plus tôt. L'été défile et charrie son lot d'inquiétudes de plus en plus consistantes à l'approche de la reprise de la Ligue 1 prévue le 21 août. Nous terminons avec du basketball. Les Brooklyn Nets ont réussi hier le plus retentissant exploit depuis la reprise de la NBA à Orlando, en venant à bout des Milwaukee Bucks qui pouvaient assurer la première place de la conférence Est. Avec ce succès, Brooklyn assure quasiment sa place en play-off et devra éviter un barrage face aux Washington Wizards 9e. Ces derniers, qui n'ont pas encore gagné un match à Orlando, doivent remporter 4 de leurs 5 dernières rencontres pour accrocher le barrage. Avec une nouvelle victoire contre Houston, Portland se rapproche encore de
de Memphis en grande difficulté dans la bulle avec 3 défaites et 8e de la conférence Ouest. Ainsi donc, Portland garde un bon espoir de participer aux playoffs. Un scénario qui va conduire les deux équipes vers un barrage pour le gain du dernier ticket en playoffs et un premier tour face aux Lakers assurés de la première place de la conférence Ouest. Et enfin, équipe la moins classée de la conférence Ouest, à son arrivée dans la bulle d'Orlando, Phoenix est en train de déjouer tous les pronostics. Hier, les Suns ont enregistré leur 3e victoire consécutive avec une belle montée en puissance puisqu'après Washington et Dallas, ils se sont offerts les Los Angeles Clippers. Tout de suite, Coran News, l'actualité de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Georges Détié-Diop. 4 nouveaux décès liés au coronavirus au Sénégal, ce qui porte le nombre de morts à 218. Les nouvelles contaminations sont estimées à 106. Depuis le début de la pandémie, notre pays a enregistré 10 538 cas positifs, dont 6 988 guéris, 3 331 toujours sous traitement. Au 5 août, 18 540 119 cas ont été enregistrés dans le monde. Et si l'on soustrait les guéris et les morts, les personnes encore malades du Covid-19 sont estimées à 6 704 737. Les États-Unis, pays qui a payé le plus lourd tribut de la pandémie, a enregistré 51 185 nouvelles infections et 1265 nouveaux cas de décès. Le Brésil, deuxième, a comptabilisé 1154 morts ces dernières heures. Dans le continent noir, l'Afrique du Sud est le plus touché avec 521 318 cas. 4 456 personnes ont contracté le virus ces dernières heures et 345 en sont décédés. À ce jour, l'Afrique n'a pas encore atteint le million de cas. 978 633 infections, dont 21 104 décès. L'Algérie, deuxième pays le plus touché du continent. Et pourtant, là-bas, les autorités ont décidé de la réouverture des plages et des mosquées. Aux États-Unis, le gouvernement s'est engagé à injecter près d'$1 milliard pour soutenir le développement d'un potentiel vaccin sur lequel travaille la société de biotechnologie Moderna et qui entre dans la dernière phase de son essai clinique. En Chine, où est apparu officiellement le virus en décembre dernier, les autorités ont indiqué que toute personne désirant se rendre dans le pays par avion devra désormais présenter un test négatif réalisé dans les 5 jours précédant le départ. En Europe, en Espagne précisément, le gouvernement catalan a décidé de fermer les cinémas, les théâtres, les discothèques et d'interdire les réunions de plus de 10 personnes et les visites dans les maisons de retraite. Cela du fait de l'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague qui grimpe dans le pays, notamment en Catalogne. D'ailleurs, un reconfinement a été décidé dans le comté de Lérida. En réaction, la France envisage à nouveau de fermer ses frontières avec son voisin espagnol. RFM Reportage. Je vous le disais dans la première partie de cette édition, de plus en plus des activités et des activistes et de simples citoyens montent au créneau pour mener le combat pour le respect des droits des consommateurs. C'est ce qu'on a constaté après la récente hausse des tarifs de la société de téléphonie Orange Sénégal et les associations consuméristes dans tout ça. Comment expliquer cette situation? Suivons le dossier réalisé sur la question par Koumba Sandiane Faye. Des mouvements ou encore via les réseaux sociaux. Les Sénégalais lambda appellent au boycott pour manifester leur désaccord, dénoncer une injustice pour le respect de leurs droits. Un combat dont le passé était celui des associations de consuméristes. Maintenant, c'est comme s'il y a rupture de confiance entre ces défenseurs des droits des consommateurs et les consommateurs qu'ils défendaient. C'est le regard de Amidouba, sociologue. Dans un premier temps d'abord, ces associations consuméristes ne défendent plus les droits des populations. Deuxièmement, il y a des tentatives de corruption à l'égard de ces associations consuméristes par les multinationales comme Orange et autres, paraîtrait, par ce que j'ai lu dans un certain nombre de papiers. Et aussi, ces associations consuméristes aujourd'hui défendent beaucoup plus leur intérêt que les droits des populations. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il y a une rupture de confiance entre les populations et ces associations consuméristes. Corrompus ou pas, le constat est là. Beaucoup de ces défenseurs des droits des consommateurs ne font plus de leur priorité défendre les consommateurs. RFM, la presse du jour. Nous retrouvons Georges Détié-Diop pour commenter la presse de ce mercredi 5 août 2020. La méthode forte pour freiner la propagation du coronavirus, c'est ce que recommande le Conseil économique, social et environnemental. Selon l'AS, l'institution a remis au chef d'État un document dans lequel elle préconise
un durcissement des mesures de prévention contre la COVID-19. Le CES, qui passe au crible la gestion de la crise sanitaire par l'État du Sénégal, propose le port obligatoire du masque partout et la systématisation des amendes à infliger aux récalcitrants. Cela du fait de l'augmentation des cas. Enquête parle d'ailleurs d'impasse. 214 morts, un nombre qui fait peur aux yeux de mon confrère, surtout qu'il y a à côté énormément de cas graves et le chiffre gonfle tous les jours. Selon le professeur Mamadou Diarabey, cette situation est liée à l'augmentation des cas dans le pays. Enquête relève que l'augmentation des cas corrélée à une stratégie déficiente entraîne de plus en plus de décès. Mais le directeur général du SAMU déplore le fait que les malades restent chez eux et arrivent trop tard à l'hôpital. Le professeur Bey ajoute que quand ils sont dans un état catastrophique, ils appellent les gens, on va les chercher, le temps de faire le bilan, le scanner et tout. Parfois, avant même que le résultat ne sorte, il décède. Et dire que l'I quotidien lie la série de décès à une défaillance du plateau médical. En plus, selon le journal, le Sénégal ne dispose pas pour le moment d'un vrai réseau de soins gériatriques. Malgré tout cela, le journal Le Quotidien nous apprend que la Mauritanie et la Gambie ont officiellement demandé l'aide du Sénégal, qui est, comme ces pays, débordé par un afflux de malades. En effet, note Le Quotidien, le Sénégal, contrairement à ces deux pays, dispose de ressources humaines qualifiées et d'un système de dépistage crédible dont Nouakchott et Banjul sont pourvu pendant que la contamination continue. Mais qu'est-ce qui explique le relâchement des populations? Dans l'Observateur, le psychologue conseiller Khalifa Ababakar Ndiaye et le sociologue Ali Khoudia tentent de répondre à la question. Selon Khalifa Ababakar Ndiaye, il y a une rupture de confiance entre certains Sénégalais et les autorités en charge de la lutte contre la COVID-19. Pour Ali Khoudia, les mesures barrières sont en contradiction avec notre mode de vie. Toujours dans l'Observateur, les dessous de la réaffectation du camp Lat Dior aux Chinois. L'Obs nous apprend qu'en plus des 10 000 mètres carrés du stade Assane Diouf, les promoteurs du projet Kawsara vont encore recouvrer, dans le cadre du compromis trouvé avec l'État, 8 100 mètres carrés sur une partie de l'assiette foncière du camp Lat Dior de Dakar. Une compensation donc sous condition. Macky Sall, l'audience avec le khalife Thierno Madani Tall et l'homme d'affaires Yerim Sow, c'est à lire à la page 3 de l'Observateur. Dans Source A, il est question de la renégociation au forceps du contrat de l'autoroute à péage, ce qui a perdu Eiffage. Le journal indique que les prévisions en termes de fréquentation journalière de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio étaient de l'ordre de 30 000 à 50 000 voitures. Mais ces chiffres ont été largement dépassés car, en moyenne, 90 000 véhicules empruntent quotidiennement cet axe routier. Et les autorités ne l'ayant su que récemment, la société française a été contrainte à revoir sa position concernant la renégociation du contrat, avec à la clé une entrée du Sénégal dans le capital à hauteur de 25% qui oblige la société française à revoir la dénomination de Sénac SA. À la une de Libération, construction des résidences universitaires à l'université Amadou Maktarbo, le journal révèle que le marché a été confié à DSC Develop Sénégal Company sans le moindre appel d'offres pour la rondelette somme de 31 milliards 24 millions 362 537 francs CFA. Selon Libération, cette société dont le bénéficiaire économique est Ron Raffet, impliqué dans le montage économique de la Maison du Sénégal à New York, a mis 5 ans pour livrer 4 pavillons à l'UCAD. Pas surprenant aux yeux du journal, DSC avait obtenu le marché 6 jours après sa création. Retour sur le saccage des locaux du journal Les Échos. Les Échos lui-même nous apprend que les enquêteurs de la section recherche ont arrêté les suspects en moins de 12 heures. Leur âge entre 20 et 31 ans. Ils sont au nombre de 6 et l'Observateur raconte le film de leur interpellation à sa page 8. Les Échos rapportent que les agresseurs n'ont exprimé aucun regret. Selon eux, leur marabout Serigne Moustapha Sy compte plus que quiconque à leurs yeux. Ils ont d'ailleurs déclaré que si c'était à refaire, ils le referaient. Et pour terminer, ces révélations du rapport du Conseil national de lutte contre le sida au Sénégal à la une de Vox Populi. 687 865 personnes dépistées du VIH, dont 483 129 femmes enceintes. Les nouvelles infections à VIH passent de 4 428 en 2005 à 1 427 en 2019, soit une baisse de 6,7%. Et puis, 17,4 millions de préservatifs ont été distribués en 2019. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h41, bienvenue à Point de vue. Faut-il revenir aux mesures restrictives pour endiguer l'évolution défavorable de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal?
Telle est la question posée à ce point de vue et pour tenter d'y répondre, nous sommes en direct et au téléphone avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé. Bonjour docteur Gueye. Bonjour, Seigneur. Nous sommes également avec le docteur Oumar Konaté, secrétaire général adjoint de l'Association des médecins propriétaires de cliniques privées du Sénégal. Bonjour docteur Konaté. Oui, bonjour, monsieur. Bon, d'abord, docteur Ousmane Gueye, est-ce que le retour aux mesures restrictives d'avant la levée de ces dites mesures il y a quelques semaines est envisageable, voire envisagé par les autorités du Sénégal? Bonjour, monsieur Nia, et permettez-moi de saluer mon ami et frère, docteur Konaté. Voilà, et saluer vos auditrices et auditeurs. Merci. Voilà, et vous dire, effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous constatons, nous tous, que la pandémie est toujours là, avec des cas positifs quotidiens et une transmission communautaire qui est là. Donc, ce que nous constatons également, c'est pas un secret, c'est le relâchement auprès de la population du respect des gestes barrières. Mais maintenant, par rapport à cette situation actuelle que nous vivons, rien n'empêchera effectivement de revenir à des mesures restrictives. On l'a vu partout dans le monde. Aujourd'hui, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, là où il y a une recrudescence des cas positifs, les gens sont revenus sur les mesures restrictives qui avaient permis effectivement à un certain moment de réduire la transmission. Et le Sénégal aujourd'hui, si nous pensons, avec des analyses que nous sommes en train de faire, si nous pensons qu'il faut aller vers ça, rien ne peut nous empêcher de le suggérer à l'autorité. Après, il reviendra à l'autorité de prendre les mesures idoines pour effectivement permettre les gens de travailler convenablement et de diminuer la transmission ou bien de freiner carrément la transmission de ce virus. Alors, docteur Oumar Konaté, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faudrait plus précisément songer à ramener un confinement ou en tout cas la limitation des déplacements entre régions, entre départements, voire à l'intérieur d'un même département? Faut-il imposer davantage le port du masque et faut-il ajouter d'autres mesures d'après vous? Oui, bonjour monsieur Nia. Permettez-moi de dire bonjour également à mon ami et frère, mon grand frère, le docteur Gueye. Je l'appelle communément Grand Gueye. Donc, bonjour aux auditeurs également de la RFM. Merci. Donc, par rapport à cette question, c'est une question pertinente dans la mesure où, moi, je prends pour point de départ le retour de la Tabaski et les gens qui ont voyagé dans des conditions extrêmement dangereuses. Ensuite, on ne se soucie presque plus des mesures barrières. On ne porte plus de masques, on n'utilise plus de gel, on ne respecte plus les mesures d'hygiène. Attendez-vous alors à une recrudescence des cas. Ensuite, essentiellement, on a l'impression que notre système donc de santé est un peu dépassé. C'est mon avis. Je pense qu'il faut penser à un autre confinement. Donc, alors, je le dis, oui. Oui, vous avez évoqué les conditions de transport des personnes, mais il y a également les cérémonies familiales, il y a les levées du corps, les funérailles, etc. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire cela ou en tout cas limiter davantage le nombre de personnes qui participent à ces cérémonies, qu'elles soient heureuses ou malheureuses? Limiter. Il faut limiter parce que, interdire, ça va être difficile, mais quand même, il faut limiter au maximum le nombre de personnes qui vont utiliser déjà les transports, dans les cérémonies également, limiter le nombre de personnes. Je pense qu'il faut que les gens, les responsables, le ministère et autres pensent à ça. Donc, pensent à un deuxième confinement.
Très bien. Docteur Ousmane Gueye, arrêtons-nous sur le port du masque. Nous avons tous vu, ce ne sont pas peut-être que des résistances de forme. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le port du masque soit véritablement obligatoire, que cette obligation soit respectée par les citoyens? Est-ce qu'il y a suffisamment de masques? Est-ce qu'il y a une accessibilité économique et financière? C'est-à-dire, est-ce que le prix des masques est abordable? Est-ce qu'on peut en trouver facilement pour que tout le monde puisse en porter? Mais merci, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un problème de disponibilité de masques au Sénégal. Les masques sont disponibles, surtout les masques barrières. Et il y en a beaucoup. On annonce 10 millions. Mais également, voilà, et je pense qu'on est même au-delà de 10 millions de masques barrières, vu les quantités offertes par les autorités, mais également les personnes, certaines bonnes volontés, ce qu'ils ont donné à la population. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de disponibilité ne se pose pas. Mais également, le problème d'accessibilité financière ne se pose pas. Aujourd'hui, il y a des masques qui coûtent à 200 francs, 400 francs, et c'est des masques lavables, utilisables pendant au moins, utilisables, lavables pendant au moins 20 fois. Je pense que quand même, ce problème ne se pose pas. Ce qui se pose aujourd'hui dans le cadre du port de masque, c'est l'acceptation et, l'appropriation de ce geste. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau du ministère de la Santé, nous avons réfléchi avec les socio-anthropologues dans le cadre d'une approche multisectorielle à développer ce qu'on appelle la co-construction dans les communautés avec l'implantation des volontaires au niveau des 12 districts de Dakar. Des 12 districts de Dakar, puisque Dakar constitue aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie. Tout le monde le sait. Et cette co-construction consiste effectivement à ne pas dire à la personne « portez votre masque », mais si on trouve que la personne n'a pas porté son masque, lui demander pourquoi il n'a pas porté le masque. Voilà. Et discuter avec lui. En ce moment, on peut savoir pourquoi il ne l'a pas fait. Soit c'est parce qu'il ne connaît pas la maladie, ou bien c'est un déni qui est là, ou bien c'est une stigmatisation qui est là, ou bien. Donc, par rapport à ces questionnements, on pourrait quand même ensemble voir quel est le bon message à livrer, mais également comment le convaincre pour qu'il aille dans le sens de porter son masque régulièrement. Vous le savez mieux que moi, c'est un processus au long cours. En attendant que justement les résultats soient au rendez-vous, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des sanctions ou pensez-vous que les deux approches sont inconciliables? Non, ça peut aller. Mais moi, je disais, je l'ai dit quelque part, j'ai dit, aujourd'hui, c'est regrettable si les gens pensent à la sanction, si les gens pensent à des mesures coercitives. Les Sénégalais devraient regarder autour d'eux, c'est-à-dire ce qui se passe dans les autres pays. Aujourd'hui, c'est que la pandémie est en train de faire dans les autres pays, mais également ce que la pandémie est en train de faire dans notre pays. Vous voyez, si tous les jours on se réveille avec 4 décès, avec 3 décès, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc par rapport à tout simplement cette remarque qui consiste à voir le nombre de cas positifs qui augmente, qui consiste à voir effectivement qu'il y a une létalité qui est là, les Sénégalais devraient prendre de leurs propres responsabilités, épouser convenablement le port de masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Merci. Pour enfin endiguer cette pandémie, enfin rompre la transmission de ce virus. Je pense que quand même, on ne devrait même pas arriver à des sanctions. Merci à vous, Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé. Le dernier mot au docteur Omar Kandé sur cette question, d'ailleurs, en 30 secondes. Méthode forte, comme le recommande le Conseil économique, social et environnemental, ou méthode douce, d'après vous? Il faut essayer de rallier les deux. Le problème, donc, comme l'a dit mon ami et frère Dr Gueye, c'est pas un problème de prix, c'est pas un problème de disponibilité, mais c'est un problème de comportement. C'est un problème de comportement. Donc, on doit axer notre communication sur la sensibilisation, tout simplement.
Très bien. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue à 12h51, bientôt 52. C'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence.